Une décision des plus difficiles à prendre en tant que parent, c'est de savoir quand il faut punir nos enfants physiquement et quand il faut utiliser un autre moyen pour les éduquer. Dans les relations quotidiennes avec les enfants, les parents ont besoin de comprendre la différence entre un défi volontaire qui exige une réaction rapide et juste et le comportement inconscient d'un enfant qui demande un enseignement patient doublé de constance. Bien savoir faire la différence peut déterminer si l'enfant sera à même ou non d'apprendre à soumettre sa volonté ou si son esprit sera brisé. Le docteur Dobson nous donnera quelques conseils pour former la volonté de l'enfant sans briser son esprit dans cette nouvelle émission de La Famille aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de La Famille aujourd'hui. Au micro, Pascal Bardet, en compagnie de notre invité, le docteur Dobson, conseiller familial. Docteur, nous abordons aujourd'hui un sujet délicat pour beaucoup de parents. Il est parfois difficile de distinguer entre la discipline nécessaire pour faire obéir un enfant et la tolérance indispensable pour laisser s'épanouir l'enfant et lui apprendre l'indépendance. Beaucoup de parents estiment que toute forme de punition corporelle est trop dure, tandis que d'autres en arrivent trop facilement à des châtiments brutaux. Que pouvez-vous dire aujourd'hui aux parents pour les aider à ne pas franchir la ligne entre la discipline nécessaire et les mauvais traitements? Vous savez, Pascal, il existe un certain danger de mal comprendre ce que j'ai avancé concernant l'éducation d'un enfant à forte volonté. Nos auditeurs pourraient avoir l'impression que, pour moi, tous les enfants sont méchants et qu'invariablement, tous les parents sont bons. Mais cela m'inquiéterait encore plus qu'ils pensent que je recommande une approche rigide, dure et oppressive de la discipline dans la famille. Ces deux points de vue sont totalement faux. On le sait bien. Je considère les petits-enfants, même ceux qui défient l'autorité, comme des créatures vulnérables qui ont besoin chaque jour de tonnes d'amour et de tendresse. Une de mes plus grandes frustrations quand je conseille les parents, c'est de constater combien il est difficile de leur faire comprendre qu'il faut faire preuve d'équilibre. La discipline existe quand c'est nécessaire, mais elle va aussi de pair avec la patience, le respect et l'affection. Il n'y a rien qui me peine autant que les mauvais traitements infligés aux enfants. C'est un phénomène tellement répandu de nos jours. Certains d'entre eux subissent des souffrances incroyables entre les mains de leurs parents. En fait, il est très probable qu'en ce moment même, dans un rayon d'1 kilomètre ou 2 de chez vous, un enfant soit maltraité d'une façon ou d'une autre. Mais c'est terrible. Jamais je n'accepterai d'excuser ou de justifier une attitude aussi abusive de la part des parents. Il faut permettre aux enfants de respirer, de grandir et d'apprendre à aimer. Une fessée ne doit être donnée que pour répondre à un défi volontaire. Point final. Bien sûr, c'est évident. Mais il est bien plus efficace, Pascal, de l'appliquer au début d'un conflit, pendant que les parents maîtrisent encore bien leurs émotions, plutôt qu'après 1 heure ou 2 de tergiversation et de bagarres verbales. En fait, plus le temps passe, plus vous courez le risque de maltraiter un enfant. Surtout si vous lui permettez de s'agiter, d'être insolent, de vous irriter, de vous désobéir, ou de vous faire la tête pendant des heures. Pour finir, votre colère atteint un point critique et vous explosez. À ce moment-là, tout peut arriver et arrive malheureusement trop souvent. C'est triste, mais tellement vrai. La permissivité, qui est à l'autre extrême, comporte aussi bien des risques. Beaucoup de parents tombent dans ce piège à force de vouloir éviter l'autre. Ces deux dangers sont très bien décrits par Marguerite et Willard Beecher dans leur livre « Parents on the Run ». Voici ce qu'ils disent. Autrefois, le foyer était centré sur les adultes. Les parents étaient les maîtres et les enfants leurs esclaves. Aujourd'hui, le foyer est centré sur l'enfant, ce qui a fait des parents les esclaves, les enfants étant devenus les maîtres. Dans une relation maître-esclave, il n'y a pas de coopération véritable, par conséquent, pas de démocratie. Et plus loin, les Beecher continuent. Les enfants soumis à des règles arbitraires deviennent soit des automates sans caractère, soit des révolutionnaires remplis d'amertume qui passent leur vie à se battre contre le monde entier. Mais les enfants qui ne connaissent pas d'autre autorité que celle de leur propre caprice deviennent esclaves de leurs propres désirs.
Dans les deux cas, ils sont esclaves. Alors, docteur, comment les parents peuvent-ils trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes détestables de la permissivité et de la tyrannie? Quelle philosophie peut les guider dans leurs efforts? Notre objectif, Pascal, n'est pas seulement de former la volonté de l'enfant. Nous devons aussi chercher à le faire sans briser son esprit. Pour atteindre ce but, il nous faut comprendre la différence fondamentale qui existe entre la volonté et l'esprit. Comme je l'ai déjà dit, la volonté d'un enfant constitue un puissant composant dans la personnalité d'un être humain. C'est l'un des rares éléments intellectuels qui ait déjà atteint son plein développement à la naissance. Je vois ce que vous voulez dire, oui. Dans un récent numéro de la revue américaine Psychology Today, on peut lire les résultats d'une étude scientifique faite sur les enfants en bas âge. En voici quelques extraits. Un bébé sait qui il est bien avant de pouvoir s'exprimer pour nous le dire. Il cherche délibérément à contrôler son environnement, en particulier ses parents. Bon, ces découvertes scientifiques ne constituent pas une révélation pour les parents d'un enfant à forte volonté. Même les bébés cherchent à imposer leur volonté à leurs parents. Et nous savons bien que cela continue pendant toute la petite enfance. Oui, bien sûr. En fait, un tout petit peut se mettre dans une telle colère qu'il peut retenir sa respiration jusqu'à en perdre connaissance. Oui, je vous l'assure. Tous ceux qui ont déjà assisté à une telle démonstration de force ont sans doute été choqués par son intensité. Dans une lettre, une mère m'a raconté comment elle a dû affronter son fils de 3 ans pour lui faire manger quelque chose qu'il ne voulait pas. Aha. Devant son insistance, il s'est mis dans une telle colère qu'il a refusé de manger ou de boire quoi que ce soit pendant 2 jours. Il était devenu faible et léthargique, mais il n'a pas cédé. Sa mère s'est fait du souci et se sentait terriblement coupable. C'est facile à comprendre. Et finalement, en désespoir de cause, son père l'a regardé droit dans les yeux et lui a fait comprendre qu'il allait recevoir une fessée mémorable s'il ne mangeait pas son repas. Cette manœuvre a mis fin à la contestation. Ça alors, c'est un enfant avec une volonté de faire. Mais pourquoi si peu de spécialistes du développement infantile reconnaissent-ils cette provocation volontaire? Ce n'est pas un sujet qui est souvent abordé. Non, vous avez raison. Je suppose que reconnaître cette imperfection chez l'enfant ne cadrerait pas vraiment avec la notion humaniste qui affirme que les enfants sont des petits rayons de soleil remplis de bonté qui n'apprennent le mal que de l'extérieur. Ça, c'est sûr. La volonté n'est pas délicate et vacillante. Même chez un enfant dont l'esprit a été brisé, il y a souvent une volonté de faire qui constitue une menace pour lui-même et pour les autres. Une telle personne serait capable de se mettre au bord d'un pont en menaçant de sauter, alors que toute la police et les pompiers de la région essaient vainement de lui sauver la vie. Ce que j'aimerais souligner, c'est que la volonté est malléable. Elle peut et devrait être façonnée et polie, non pas pour transformer l'enfant en robot et servir nos buts égoïstes, mais pour lui permettre de contrôler ses propres impulsions et d'avoir ainsi une discipline personnelle plus tard dans la vie. Enfin, Dieu nous a confié la responsabilité, à nous, parents, de former la volonté de nos enfants. Vous voulez dire en définissant clairement les limites et en réagissant rapidement et de façon appropriée dès qu'elles sont dépassées? Oui, exactement cela. En fait, c'est comme ça que nous formons la volonté de notre enfant. En revanche, permettez-moi d'insister sur un autre aspect. L'esprit d'un enfant est beaucoup plus vulnérable que sa volonté. Son esprit est comme une fleur délicate, qui peut être écrasée et piétinée facilement, même sans faire exprès. Cet esprit, comme je l'ai défini, est étroitement lié à l'estime de soi, c'est-à-dire à la valeur personnelle que l'enfant aura à ses propres yeux. C'est la caractéristique la plus fragile de la nature humaine, du fait qu'elle est tellement sensible au rejet, au ridicule et à l'échec. Oui, mais alors comment faire pour former la volonté sans briser l'esprit? On y arrive
On y arrive en établissant des limites raisonnables et en les appliquant avec amour. Mais en même temps, il faut à tout prix éviter de laisser entendre ou même sous-entendre à l'enfant qu'il est de trop, inutile, bête, vilain, ridicule, qu'il n'est qu'un fardeau pesant, un embarras ou un accident de parcours. Quelle horreur. Toute remarque désobligeante qui mettrait en question la valeur personnelle de l'enfant peut avoir des conséquences désastreuses. Vous avez déjà abordé ce sujet, docteur, en expliquant combien les parents doivent veiller à encourager une bonne image de soi chez leurs enfants pour les protéger contre ce qui pourrait la détruire. Effectivement, nous devons être guidés par le désir de former la volonté de l'enfant sans briser son esprit. On retrouve ce double objectif à travers toute la Bible, mais tout particulièrement dans 2 passages importants. Voulez-vous nous les lire, Pascal ? Oui, d'accord. Le premier concernant la volonté, dans l'épître de saint Paul à Timothée, nous dit ceci. Oui. Il faut qu'il, c'est-à-dire le père, dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission d'une manière parfaitement digne. Et puis, au sujet de la manière d'éviter de briser l'esprit, une parole pour vous, les parents, tirée de l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Je vous en prie. Oui. Ne réprimandez pas et ne grondez pas tout le temps vos enfants, car ils en seraient irrités et vous en garderaient rancune. Au contraire, élevez-les en usant d'une discipline pleine de tendresse que le Seigneur lui-même approuve à l'aide de suggestions et de bons conseils. Oui, c'est ça. La plupart des enfants réagissent très bien à cette façon d'allier l'amour et la discipline. C'est vraiment une combinaison imbattable. Nous espérons que vous avez trouvé ces remarques utiles et qu'elles pourront servir de fondement solide à votre approche de la discipline dans votre foyer. La famille aujourd'hui est une fondation d'utilité publique dédiée à la sauvegarde du foyer. Chacune de nos émissions cherche à offrir une aide pratique aux parents et aux enfants. Comme vous l'avez entendu aujourd'hui, il est possible d'apprendre aux enfants à obéir à leurs parents et à les respecter sans pour autant perdre les caractéristiques uniques de leur personnalité ni la confiance en eux dont ils ont tellement besoin pour réussir dans la vie. En établissant des limites raisonnables et en étant fermes et constants dans l'éducation, les parents peuvent élever des enfants responsables et disciplinés qui respecteront leurs parents et deviendront des personnes honorables dont ils pourront être fiers. Cette émission a été réalisée par La Famille aujourd'hui. Ershkis Faloudi prêtait sa voix au Dr Dobson. Notre entretien était basé sur un livre du Dr Dobson intitulé « The Strong-Willed Child », ce qui signifie en français « L'enfant à forte volonté », publié par Tyndale House. Vous étiez en compagnie de Pascal Bardet. Je vous invite à nous retrouver pour la prochaine émission de La Famille aujourd'hui.